Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vous remercie d'être présent à cette table ronde sur la cybersécurité organisée par le MEDEF parisien. Je suis Marianne Gorge, chargée de mission en intelligence économique et stratégique au MEDEF. Et je vais laisser la parole à Monsieur Kamal El Haj, directeur régional de BNP Group, spécialisé dans la cybersécurité, la conformité réglementaire et la transformation digitale. Très bien, merci Marianne. Bonjour à tous, chers mesdames, messieurs, chers membres du MEDEF, chers partenaires, chers intervenants. Donc en 2024, les cyberattaques ont coûté près de 119 milliards d'euros aux entreprises françaises. Et parmi elles, 6 sur 10 étaient des PME. Donc selon une étude Gartner, la moitié de ces entreprises n'a pas survécu plus de 6 mois après l'incident. Alors la vraie question n'est plus peut-être le risque existe-t-il, mais plutôt comment allons-nous nous protéger? Parce qu'aujourd'hui, la cybersécurité n'est plus une question de si, mais c'est plus une question de quand. Donc, je suis Kamal El Haj, directeur régional de BNP Group, et j'ai le plaisir d'ouvrir cette table ronde. Avant tout, je veux juste remercier le MEDEF de l'Est parisien pour cette initiative, parce qu'en abordant ce sujet, vous placez la cybersécurité là où elle doit être, au cœur de la vie économique, de la stratégie et de l'humain. Donc, nous vivons aujourd'hui dans un monde plus numérique que jamais. Pour une PME, exister, c'est être en ligne. Faire des affaires, c'est manipuler des données et gagner la confiance de ses clients, c'est aujourd'hui leur garantir que tout cela est bien sécurisé. Mais ce même numérique qui nous rend plus performants et plus visibles est aussi devenu un terrain de vulnérabilité. Les cybercriminels le savent, ils le savent très bien parce qu'ils ciblent les PME et que beaucoup n'ont encore aucun responsable dédié à la sécurité. Il suffit parfois, et on l'a vu dans plusieurs sociétés, il suffit parfois d'un simple mail piégé, d'un mot de passe réutilisé ou des fois d'un employé qui est mal informé pour qu'une activité bascule complètement. Et donc, dans ce contexte, les attentes ont changé. Les clients exigent aujourd'hui des garanties. Les régulateurs durcissent les règles et les dirigeants comprennent que la cybersécurité n'est plus un choix, c'est devenu une condition de survie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les frontières numériques se sont effacées. Les chaînes de valeur se sont imbriquées et l'intelligence artificielle, ou aussi connue sous l'intelligence automatisée, aussi fascinante soit-elle, multiplie les opportunités autant que les menaces. Donc aujourd'hui, le cyberespace est devenu un champ de bataille silencieux. Il ne fait pas de bruit, mais il peut coûter très cher et tout arrêter. Pour autant, la cybersécurité n'est plus un luxe réservé aux grands groupes. Une PME peut aussi, elle aussi, atteindre un bon niveau de protection sans exploser ses budgets, à condition de prioriser intelligemment, de former ses équipes et de s'appuyer sur les bons partenaires. Et c'est justement là que l'écosystème français a un rôle essentiel, que ce soit l'ANSSI, que les prestataires passifs, les assureurs, les éditeurs, les fédérations et bien sûr le MEDEF qui relie tous ces acteurs et porte la voix des entreprises. Nous avons collectivement une responsabilité, ancrer la culture de la cybersécurité pour qu'elle ne soit plus vécue comme une contrainte, mais comme une évidence partagée. Aujourd'hui, une PME qui néglige sa sécurité numérique ne risque pas seulement une panne informatique, mais elle met en danger sa réputation, sa clientèle et parfois tout simplement son avenir. Donc dans ce cadre-là, ce n'est plus un coût. La cybersécurité n'est plus un coût. C'est un investissement stratégique. C'est un levier de compétitivité, un gage de confiance et un facteur de durabilité pour nos entreprises. C'est bien pour cela que nous sommes tous réunis aujourd'hui, pour confronter nos expériences, nos expertises et réfléchir ensemble à la manière de rendre cette sécurité plus accessible, plus efficace et surtout plus humaine. Les nouvelles réglementations, que ce soit comme NIS2 ou DORA, vont tous dans ce sens. Elles nous poussent à renforcer notre résilience et à faire de la cybersécurité un pilier de notre stratégie d'entreprise
Parce que ce n'est plus une question de conformité, mais c'est devenu une question de pérennité et de confiance. Donc, nous, comme chez nous et chez d'autres sociétés aussi, donc nous portons cette conviction que la cybersécurité doit être intelligible, pragmatique et durable. Protéger un SASI, donc un système d'information, c'est non seulement comme c'était il y a longtemps la technique qui, elle, englobait le hardware, le software et la data, mais aussi c'est protéger les hommes, c'est protéger les processus que nous avons, d'où le système d'information. Et c'est cette approche-là qui, selon moi, fera toute la différence selon les années à venir, dans les années à venir. Alors, en ouvrant cette table ronde, je n'ai pas la prétention d'apporter des réponses toutes faites, mais plutôt de poser la bonne réponse qui réunit tout aujourd'hui. Face aux menaces, comment se protéger? Car ce n'est plus une question de si, mais bien une question de quand. Merci et excellente table ronde à toutes et à tous. Merci Kara pour cette introduction. Le sujet a été bien mis au cœur du débat. Avant tout, je vous présente, je suis Étienne Pivot, je suis secrétaire général du cabinet en communication et en affaires publiques intermédiaires et je serai le modérateur de ce webinaire organisé par le MEDEF parisien. Ce que je vous propose, c'est que on va faire un tour de visio d'écran pour que chacun se présente et qu'on puisse après revenir sur les trois axes qu'on a cités pour émettre les différentes idées. Je vais être galant. Manon, je te passe la main et après tu fais le tour. Bonjour tout le monde, moi c'est Manon, je suis directrice des opérations chez Sapeur Védéré et je me spécialise sur les questions de traces numériques, principalement en développant des méthodologies d'OSINT. Fanny, à vous. Bonjour, je suis Fanny Rivaud et je suis responsable du CSIRT d'Île-de-France, qui est donc Urgence Cyber, qui est le centre de réponse aux incidents cyber pour la région Île-de-France. Florian. Oui, bonjour à tous. Florian Perretin, je suis avocat au barreau de Paris et mon domaine d'activité se concentre sur la cybersécurité et la cybercriminalité. Donc, mon quotidien, c'est d'accompagner des entreprises qui font face à des risques cyber. Et enfin, Julien. Bonjour à toutes et tous. Donc je suis Julien Slamovitz. Je suis le président fondateur de FenRisk, qui est un cabinet de sécurité offensive. Et donc, pour reprendre la formule de Florian, moi, mon quotidien, c'est de travailler notamment avec les entreprises pour leur simuler des attaques réalistes, comme pourrait le faire un attaquant, et identifier en fait leur points de faiblesse et leurs vulnérabilités, et les aider à les corriger, bien évidemment. Déjà, merci à tous d'avoir répondu favorablement à la demande du MEDEF parisien et de Marianne pour participer à cette table ronde. On a décidé d'axer en 3 temps cet échange avec nos différents experts. Un premier temps sur un état des lieux, justement, les principaux risques pour les entreprises. Un deuxième temps sur la protection des entreprises face à ces risques. Et enfin, un troisième temps, la gestion de crise, parce qu'on peut malheureusement être attaqué. Donc, ce sera nos 3 différents temps. Bien entendu, nous terminerons cette table ronde par un échange questions-réponses. Vous pouvez directement écrire vos questions dans le petit boîte questions en bas à droite de votre écran. Mais vous pourrez aussi, bien entendu, échanger à la fin de notre table ronde avec nos experts pour pouvoir leur poser vos questions en direct. Commençons directement par un des principaux sujets, les principaux risques pour les entreprises. Dans ce premier temps, nous allons échanger sur les risques principaux. Quel est l'impact aussi de l'IA dans ces risques de cybersécurité? Est-ce qu'il y a une recrudescence des attaques via l'IA? Est-ce qu'il y a des nouvelles failles? Est-ce qu'il y a des nouvelles opportunités, entre guillemets? Donc voilà, petit tour état des lieux des risques principaux. Julien, aujourd'hui, dans les principaux simulations, quelles sont les principales failles, menaces aujourd'hui que vous avez pu voir, que vous avez pu découvrir dans les entreprises? En fait, on identifie plusieurs. La sécurité, pour moi, c'est une affaire c'est un équilibre entre pragmatisme, formation et technique. On a souvent l'impression que
c'est toute une affaire de techniciens et d'experts, la cybersécurité, mais en fait, ça se joue à tous les étages d'une entreprise, que ça puisse être n'importe qui a accès au SI, donc les fonctions les plus élémentaires, comme les fonctions de direction. Tout le monde a accès à l'heure actuelle à un ordinateur qui est connecté au réseau. Donc, ça va se jouer vraiment à tous les étages. On a l'habitude de dire que toutes les attaques, ou presque, passent par le phishing, le facteur humain, etc. C'est un point de vue que je ne partage pas forcément. L'anecdote, en fait, et le retour d'expérience qu'on a, c'est que bien souvent, on n'a pas besoin de passer par le facteur humain pour intruser, pénétrer une entreprise et accéder à ses données ou à son SI. En fait, c'est une solution plus ou moins de facilité de dire que les attaquants passent toujours par le phishing. En fait, ce qui se passe, c'est que le phishing s'est industrialisé, et les attaques se sont industrialisées ces dernières années, depuis en fait l'arrivée des ransomware. Les groupes d'attaquants, maintenant, ne ciblent plus, dans la grande majorité des cas, les gens qui vont attaquer. Ils vont tout simplement essayer d'attaquer tout le monde et exploiter finalement les résultats qui seront positifs pour eux. C'est-à-dire qu'ils vont attaquer vraiment tous les systèmes d'information, et dès qu'ils ont une porte d'entrée chez quelqu'un, ils vont essayer d'en faire quelque chose et, entre guillemets, de le monnayer. Mais ça peut être du phishing. Donc, dans les principaux vecteurs d'attaque, on a effectivement le phishing, qui est encore un facteur qui fonctionne très bien. On a aussi les défauts de mise à jour. Quand on met un équipement, par exemple, sur le réseau et qu'on se dit que la mise à jour pourra bien attendre la semaine prochaine, les attaquants sont très, très réactifs quand il y a des vulnérabilités qui sortent sur des produits. Et après, ensuite, on a des vulnérabilités qui sont un peu plus techniques. Voilà, il ne faut pas sous-estimer non plus les profils. On l'a vu ces dernières années, on a eu plusieurs cas qui ont un peu défrayé la chronique, des attaques par revanche, c'est-à-dire que quand on se sépare d'un employé et qu'on tarde un petit peu à désactiver ses accès, ce genre de choses, on peut aussi avoir des gens un peu revanchards avec qui la séparation ne s'est pas bien passée, qui reviennent sur le réseau et qui... voilà, donc tout ça, c'est une affaire de pragmatisme. C'est une affaire aussi de procédure, dire que quand quelqu'un s'en va de l'entreprise, on désactive ses accès tout de suite, sans attendre la semaine prochaine. Et voilà, c'est une question d'hygiène et de pragmatisme. Merci Julien. Fanny, peut-être avec le 62 crise, d'autres failles, d'autres risques vont pu être détectés? En fait, pour compléter, et puis pour répondre à la question sur l'IA, en fait, la seule chose que fait l'IA, c'est qu'elle abaisse le niveau pour pouvoir être attaquant. On a différents profils d'attaquants, notamment ce qu'on appelle les scriptidies, c'est les gens qui essayent un peu des scripts, etc. Et l'IA va encore abaisser le niveau nécessaire pour attaquer, et notamment dans le cas d'un employé revanchard. C'est pas du tout son cœur de métier, mais là, il est énervé, il va trouver quelque chose, et l'IA va pouvoir faire des scripts très facilement et assez percutants, et plus facile à mettre en place que ce qui avait déjà disponible sur Internet. Et donc, là, on avait de la pêche au gros. Là, on a un champ qui s'étend un peu, mais les solutions sont les mêmes, et enfin les mêmes qu'avant, en fait. Donc ça, c'est l'avantage, c'est qu'il n'y a pas... Enfin, le changement de posture, c'est juste ça va être dans la réactivité. Voilà. Mais sinon, c'est des mêmes, ils passent par les mêmes endroits. Ils vont passer par du phishing, par des mises à jour mal installées, par des accès mal gérés. Voilà, quand il y a on le voit bien avec les attaques sur la supply chain, où ils ne vont pas passer par vous, le grand groupe, même puisque vous êtes trop protégé, ils vont passer par votre prestataire qui n'a pas fait attention, ou vous n'avez pas fait attention à pas enlever les droits de vos prestataires quand ils étaient partis, etc. Tu peux comprendre que tous les deux, avant de voir absolument, on avait parlé aussi qu'on a préparé cette table ronde, avec l'IA, sur la mentionné sur la voie en dirigeant. Vous pouvez, avec l'intelligence artificielle, moduler, copier entre guillemets la voie, qui peut justement pour être prestataire, être un facteur. Est-ce qu'on voit que ça se développe de plus en plus? Alors nous, on l'a testé aussi chez Saper Védéré. En même temps, c'est vrai que j'étais assez impressionné et bluffé
vient de dire. Est-ce que justement l'IA permet d'accélérer, l'IA, on en parlait, de regarder, entre guillemets, les prestataires, les clients potentiels pour pouvoir jouer sur la cybersécurité? Bon, je peux répondre rapidement, mais là-dessus, effectivement, nous, enfin, moi en tout cas dans mon quotidien, ce que je vois, c'est qu'on a des attaques, comme l'a indiqué très justement Fanny, qui sont facilitées par de l'IA quand on veut avoir une approche très technique de l'attaque. Donc là, l'IA est très efficace. Et l'IA aussi, peut être aussi utilisée pour faciliter ce qu'on appelle des attaques par ingénierie sociale. Et donc l'ingénierie sociale, ça consiste à jouer pour le coup sur le facteur humain, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre et en faisant faire des choses à des personnes qu'elles ne sont pas censées faire. Et donc là, en l'occurrence, l'IA, on peut l'entraîner sur des bandes vidéo, et c'est très simple aujourd'hui, quasiment tous les dirigeants, au bout d'un moment dans leur carrière, vont sur les plateaux télé, BFM ou autres. Donc on entraîne notre IA là-dessus, on prend les bouts de passage qui nous intéressent, et puis on est capable après, avec un combiné, de reproduire assez facilement et fidèlement la voix d'un dirigeant, se faire passer pour lui et demander à ce que, notamment, des ordres financiers soient passés vers des comptes obscurs, généralement chinois. Donc ça, c'est vrai que c'est facilité en ça. Il y a même alors bon, ça, je ne l'ai jamais eu dans les dossiers, mais des IA qui peuvent, pareil, avec des faux visages, qu'on applique sur une personne, du coup, se faire passer pour le dirigeant lors d'un échange en visio, ça peut arriver aussi. Merci pour ce point, Florian. Au niveau juridique, justement, avec la cybersécurité, est-ce qu'il y a des failles juridiques? Qu'est-ce qu'on potentiellement, quels sont les risques au niveau juridique? Ouais, alors il y a plusieurs risques. Il y a le risque technique qui a bien été énoncé par Fanny et par Julien, justement, et de se dire que c'est plus juste du phishing aujourd'hui. Il y a une industrialisation de masse au niveau du risque, et donc ça devient un vrai business pour les hackers. Du côté de l'entreprise, du coup, il y a évidemment le risque opérationnel immédiat de l'attaque informatique. Et ce risque opérationnel, il va avoir des conséquences sur le plan juridique. Souvent, ces conséquences, elles sont de 3 ordres. Premier point, au niveau des contrats passés avec donc l'entreprise qui se fait hacker et puis son écosystème. Parce que si l'entreprise victime est prestataire de services, potentiellement, elle ne va plus pouvoir délivrer ses services en ligne. Elle ne va plus pouvoir livrer ses marchandises si c'est du commerce un peu plus classique d'import-export. Et donc, il y a un risque contractuel immédiat là-dessus. Donc, ça veut dire ne plus être en capacité de délivrer les produits ou les services attendus et donc des engagements au niveau de la responsabilité contractuelle. Je précise là-dessus que maintenant, dans les standards contractuels, il y a de plus en plus de clauses d'audit dans les contrats pour vérifier la sécurité, des clauses et des obligations globales de sécurité qui sont de plus en plus élevées, des clauses d'assurance cyber aussi qu'on va retrouver beaucoup, donc avoir une assurance cyber obligatoire. Et si on veut essayer de s'en sortir ou pas, ça dépend de quel côté on est. Une tendance aussi, c'est d'associer l'attaque informatique à un cas de force majeure. Alors, au niveau de la jurisprudence française, la jurisprudence exclut la force majeure pour les attaques informatiques, parce qu'elle estime que l'entreprise est en capacité aujourd'hui de savoir, au niveau de son écosystème, quelle peut être la victime d'une attaque, et donc elle doit s'y préparer. Donc, par principe, la force majeure ne s'applique pas. Mais contractuellement, on peut la qualifier, parce que c'est supplétif de volonté, ce qu'on dit en droit, et donc du coup, on peut mettre ça dans les contrats. Donc ça, c'est le premier risque, le risque contractuel. Deuxième risque, le risque RH. Parce que oui, on l'oublie, mais une attaque informatique, ça va tout de suite mobiliser son service informatique. Et cette mobilisation, attention, il y a les règles de droit du travail qui vont trouver à s'appliquer. Et donc, on rappelle que normalement, c'est maximum 10 heures par jour de travail pour un salarié. Et il faut systématiquement respecter le repos hebdomadaire qui est de 11 heures au quotidien. Donc après, le mieux, c'est de s'y préparer en amont à ce risque d'attaque. Et donc, dans les contrats de travail, voire dans la convention collective, prévoir des mesures particulières d'astreinte pour pouvoir mobiliser les équipes en cas de besoin. Et après, vous avez toujours la possibilité de demander, mais jamais sans imposer, notamment à des salariés, de se mobiliser sur leur période de congé, s'ils sont en congé, etc., avec des reports. Mais donc, tout ça, en fait, ça s'organise en amont.
Le dernier risque, c'est le risque de conformité associé au risque pénal. Donc, le risque de conformité, ça va être tous les textes qui ont été notamment cités par Kamal. Donc, on l'oublie souvent, mais il y a d'abord le RGPD, parce que le RGPD impose des mesures de sécurité sur les données perso. Et donc là, on est sur des risques théoriques assez élevés, parce que c'est 20 millions d'euros, 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Vous avez après les nouveaux textes DORA et NIS 2, qui sont actuellement encore en cours de transposition, notamment pour NIS 2, mais qui prévoient des régimes de sanctions qui sont quasi équivalents. Vous avez également aussi, donc au-delà de ces sanctions de la conformité, des sanctions désormais pénales, c'est de plus en plus courant aujourd'hui, à l'égard de l'entreprise et de ses dirigeants, parce que si on constate des défauts de sécurité, notamment de sécurisation des données personnelles, là, pour le coup, c'est notamment l'article 226-17 du Code pénal qui va trouver à s'appliquer. Et on est sur des sanctions de 5 ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et quand on condamne la personne morale, en fait, on multiplie par 5 le montant de l'amende. Donc, finalement, des risques juridiques qui sont de plus en plus présents. Et c'est la volonté du législateur, c'est d'augmenter le plafond de risque juridique, pousser les acteurs à mettre en place les chantiers pour se conformer aux mesures et à l'état de l'art en matière de cyber. Merci pour ce point. Tu as parlé de données, justement, données RGPD. Manon, on va appeler ton expertise sur la donnée, parce que c'est vrai que de plus en plus de données sont disponibles sur le web. Comment c'est un risque potentiel pour l'entreprise? Est-ce que l'IA est aussi importante là-dessus pour récupérer et accélérer la collecte? Comment vous gérez ça au quotidien? Et qu'est-ce que tu as pu détecter aussi? On reprend peut-être un petit peu sur les risques. On en a déjà vu pas mal ici, le risque opérationnel, le risque juridique de conformité, mais il y a aussi les risques sur les personnes, donc des atteintes directes, menaces, harcèlement, voire kidnapping sur des personnes, les risques économiques et concurrentiels, donc peut avoir des fuites de données stratégiques, de données commerciales qui peuvent être exploitées par des concurrents et autres, des risques réputationnels. La difficulté ici pour les organisations, c'est aussi que les attaques deviennent de plus en plus différentes. Donc, on a des intrusions qui peuvent être techniques. Si je prends ici ce sur quoi Julien opère, par exemple, on a l'ingénierie sociale qui a été montrée précédemment, où là-dessus, effectivement, les données, les traces et autres qui circulent sont nécessaires et peuvent être nécessaires ou utiles. On a les attaques, on en a parlé, de supply chain via les prestataires. Donc, on a divers points d'entrée, on a divers risques et la donnée, du coup, elle peut être extrêmement différente. Ça peut être une information qu'on recoupe parce qu'on a trouvé, mais ce que disait Julien aussi, il n'y a pas forcément besoin que l'humain mettre une trace ou mettre à disposition une information pour s'introduire. Donc, extrêmement vaste sur ces enjeux-là. Après, ce qu'on remarque, c'est surtout qu'il y a beaucoup de PME qui se sentent mal protégées. C'est issu de diverses études récentes qui ont été faites auprès d'elles, ou qui ont du mal à évaluer en fait justement leur niveau de sécurité, surtout celles où il y a des effectifs un petit peu plus importants. À partir du moment où on est une PME d'un peu plus de 10 personnes, on doit commencer à se construire. On n'avait pas l'habitude d'avoir forcément des processus, d'avoir des protocoles. Et là, on commence à devoir mettre les éléments sur pied. Donc d'abord, qualifier effectivement, le plus important, toujours, c'est de qualifier, c'est de comprendre finalement où j'en suis, quelles sont les failles potentielles. Et toute cette partie-là, finalement, quelque peu préventive, n'est pas forcément abordée. Il y en a beaucoup donc qui n'ont pas de cartographie de vulnérabilité, qui n'ont pas de protocole d'escalade, ou encore qui n'ont pas de procédure de communication, de gestion interne-externe. Donc oui, il y a des protocoles, mais ça dépendra toujours du type d'attaque, du type de risque, du type de données. Et là, force est de constater qu'il n'y en a pas forcément une recette magique là-dessus. Aussi, principalement, ce qu'on voit aussi dans les entreprises plutôt de taille moyenne, c'est comment je réagis face à cette crise. Qui est-ce que j'appelle? Quelle est la source de l'ampleur? De l'attaque? Quelle est l'ampleur?
qu'est-ce qui est en danger, en fait, quel niveau de risque je me situe, et avoir des difficultés là-dessus. Sur l'IA, évidemment, l'IA, elle accélère et elle démocratise des tâches qui sont quelque part transverses, un niveau de recherche, de tri. Donc, nous, ça nous est fortement utile, évidemment, dans des moments d'audit, plutôt sur des traces numériques qui sont laissées, donc soit volontairement, soit involontairement, soit héritées. Donc, c'est un package. Les traces sont là. C'est pas moi qui les ai mises. C'est, par exemple, sur du Papers ou autres données sensibles de type ma signature, mon adresse email, ou encore mon adresse postale, ou encore des données plutôt économiques. Donc, nous, ça nous permet d'accélérer la recherche, le tri, de recouper des informations et autres. Mais si je regarde d'un point de vue d'attaque, évidemment, c'est la même chose. On accélère l'accès à une technicité. Après, on y reviendra, mais je pense quand même que il y a plus comment dire, quand on démocratise quelque chose, ça voudrait dire le grand public va pouvoir commencer à attaquer des entreprises. Je crois peut-être qu'on y arrivera un jour, mais je ne crois pas qu'on y soit déjà. Julien, détrompe-moi. Est-ce qu'on est déjà sur des attaques qui sont faites par le commun des mortels, et peut-être Fanny aussi, puisque tu parlais d'un employé fâché, par exemple. Moi, ce que je vois, c'est que ça peut aider. On peut faire des messages, des emails plus automatisés pour du phishing ou des choses comme ça. Mais je vois pas encore le côté grand public de la chose, en tout cas. En fait, pour répondre à Manon, il y a deux choses sur les identités, et sur l'OSINT en particulier. Tu parlais des attaques par ingénierie sociale, etc. Ce qu'il faut voir, c'est que nous, par exemple, en intrusion, ça arrive régulièrement qu'en fait, on fasse un petit détour par ce qu'on appelle communément le darknet pour voir un petit peu ce qui s'y trouve, et on trouve une somme folle de données qui concernent les entreprises. Alors, ça peut être des données diverses et variées, mais ça concerne notamment tout ce qui va être fuite de mots de passe. En fait, on se rend compte que, notamment quand on parle, ça parle assez peu au grand public, notamment quand on entend France Travail s'est fait voler sa base de données, Free s'est fait voler sa base de données, ou qui sais-je. En fait, il faut voir que dès qu'on appartient et qu'on est concerné par ce type de fuite de données, la grande pratique qu'on retrouve encore souvent, c'est les personnes qui partagent le même mot de passe dans tous les environnements de leur vie, que ce soit au travail, chez eux, ou que sais-je. Et donc, en fait, ça peut faire un facteur qui est extrêmement efficace, et c'est ce qu'on appelle maintenant communément du credential stuffing. En fait, c'est juste, je vais chercher des mots de passe confuités, et tiens, cette personne-là, elle travaille au MEDEF, et ben, je vais essayer de voir si ses accès au MEDEF ne me permettent pas de rentrer. Et en fait, ça fait des intrusions éclairs qui vont très, très, très vite, qui passent par, bien souvent, les canaux légitimes de l'entreprise, et donc c'est quelque chose qui est quand même relativement problématique. Alors, on a toujours des moyens techniques de s'en protéger, que ce soit le double facteur, ce genre de choses, mais voilà, c'est des choses qui sont à prendre en compte, et ça passe notamment par la formation. Sur le deuxième point, sur la technicité des attaquants, effectivement, comme disait tout à l'heure Fanny, avant, on avait un terme péjoratif dans le milieu de la cyber qui parlait de script kiddies. Ça désignait tout simplement des enfants ou des adolescents qui allaient récupérer des bouts de code sur Internet et qui les lançaient. En fait, il fallait déjà pouvoir s'y intéresser. Quelqu'un maintenant, sur un coup de sang, qui se dit « Ah, telle entreprise ne m'a pas respecté pour une raison X ou Y », on n'est pas obligé d'être directement dans le monde de l'entreprise. On peut avoir quelqu'un qui s'estime lésé parce que, pour tout un tas de raisons, il peut aller demander à n'importe quelle IA qu'est-ce que je pourrais faire si je tombe face à ça, et être guidé pas à pas pour effectuer des actions qui peuvent être nocives pour l'entreprise. Donc effectivement, on n'a pas de grands coups d'éclat à l'heure actuelle. Il y en a un ou deux qui me viennent, notamment on l'a échappé belle au niveau d'un hôpital il y a quand même pas longtemps, mais voilà, on n'a pas encore de grands coups d'éclat. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, on a la capacité d'être accompagné pas à pas. Et en partant d'un niveau zéro
être amélioré, entre guillemets, artificiellement par ces histoires d'intelligence artificielle. Après, quand on parle des groupes d'attaquants à haut niveau et les groupes d'attaquants un petit peu plus organisés, j'ai l'impression, moi, de mon point de vue, que l'IA rentre moins en jeu. Mais en tout cas, pour tout ce qui va être entre guillemets, jeunes gens, personnes qui ne sont pas forcément du milieu et qui ont envie soit de faire illusion, soit d'arriver vite à leur fin, ça peut, entre guillemets, les approcher du but un peu plus rapidement. Après, si on a des dirigeants ou autres qui laissent des données un petit peu partout, effectivement, l'IA va rien avoir là-dedans. Il suffit de savoir faire un petit peu de recherche et de recouper les informations, comme il y a pu avoir notamment sur des CEO aux États-Unis ou autres. Et en dehors de l'IA, on a quand même comment on appelle ça, la tendance de l'OSINT ces dernières années, c'est de combiner pas mal d'outils dans des méta-outils, on va dire, et en fait, il y a juste à taper le mail ou le nom de la personne et récupérer tout un tas d'informations. Donc, c'est formidable pour un attaquant. Tout est au même endroit. Voilà, il y a une différence entre le faire à la main et aller vraiment creuser, mais maintenant, on a quand même des super outils qui vont aller mâcher le travail, entre guillemets, et récupérer beaucoup d'informations dans un temps très réduit. Merci à tous. On se rend compte que les risques justement sont vastes. Pas d'attaquer de partout, humains, techniques, données, etc. On a commencé à en parler. Vous avez le temps de comment anticiper, comment prévoir les cyberattaques, avec qu'est-ce qu'il faut mettre en place, quels sont les process à mettre en place, quels outils à mettre en place. Fanny, quels sont les fondamentaux d'avoir, de mettre en place pour ne pas appeler le centre quand on est attaqué? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? C'est les process minimum à mettre en place en amont. On parle d'anticipation, je pense que c'est le mot-clé de ce second temps derrière. Oui, clairement, l'anticipation, nous, on se présente souvent comme le SAMU de la cyber. Et en fait, il faut que les gens ils aient fait des choses avant qu'on arrive, parce qu'il y a déjà eu quelques cas, heureusement limités, où en fait, quand ils nous appellent, on ne peut plus rien faire pour eux. C'est trop tard, ils n'avaient rien mis en place. La seule chose à faire, c'est une reconstruction de SI, enfin, le SAMU ou les pompiers. Donc, c'est comme si vous appelez les pompiers, mais votre maison, elle est déjà complètement brûlée. Donc, l'anticipation, Manon en a déjà parlé, la cartographie. Moi, je dis toujours qu'on ne peut pas défendre ce qu'on ne connaît pas. Donc, déjà, savoir qu'est-ce qu'on a. Donc, c'est déjà très matériel. Où c'est, comment est-ce que c'est connecté, ces applications. Après, pareil, Florian en a parlé, mais le risque juridique. Est-ce que vous savez parler avec vos fournisseurs, en particulier vos fournisseurs IT? Moi, j'ai déjà eu un rétex où une entité s'est fait attaquer via son fournisseur informatique. Il n'y a eu pas de son, pas d'image pendant 5 jours. Ah bah depuis, dans tous les contrats, c'est marqué, OK, comment est-ce que je contacte votre RSSI? Quelles sont vos procédures d'urgence? Et alors, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là même si c'est mieux, hein, clairement, de le mettre noir sur blanc, mais déjà juste poser la question. Quand vous êtes dans un process avec un fournisseur informatique, OK, est-ce que vous y avez pensé? Qui est-ce que je contacte? Quels sont les numéros? Quelles sont les plages horaires? Donc, ça, c'est donc la partie juridique, cartographie. Et après, aller tester avec Julien, parce qu'il y a ce qu'on pense et la réalité. Et ça, c'est très courant. Enfin, Julien, je pense, va nous le dire, mais les gens qui pensent non, mais c'est verrouillé, promis. Et après, je te laisse la main. Alors que voilà, surtout le fait d'appeler Julien, parce que quand on appelle Julien, c'est déjà on anticipe. Alors, je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'anticipation. Nous, quand on nous appelle, c'est vraiment que généralement tout va bien et qu'on essaye quand même, de faire des efforts d'anticipation. Comme disait Fanny, une fois qu'on l'appelle elle, c'est déjà un peu trop tard. Voilà, nous, on intervient quand entre guillemets, quand le SI va bien, le système d'information va bien et finalement qu'on a envie de savoir si on est en sécurité et si un attaquant pourrait faire quelque chose. Donc voilà, pour rebondir sur ce que disait Fanny, moi j'ai vu des entreprises
qui étaient, entre guillemets, paralysés et qui se posaient la question de savoir s'il fallait faire un appel d'offres pour engager une entreprise pour faire la réponse à cet incident. Il faut savoir que lorsqu'on est en situation d'incident, chaque minute au niveau d'un incident peut compter. C'est-à-dire que derrière, vous avez des employés qui peuvent être potentiellement sur le carreau, qui ne peuvent plus bosser, l'entreprise est à l'arrêt, on a des chaînes de production qui se retrouvent à l'arrêt dans certains cas. Et donc, ce n'est pas le moment de savoir s'il faut faire un appel d'offres, passer par une centrale d'achat, essayer de faire des recherches Google pour savoir qui est-ce qu'on peut contacter. C'est des choses qui se préparent. Je pense qu'il y a 3 niveaux d'anticipation. Il y a, entre guillemets, mon niveau d'intervention qui est celui en fait d'évaluer. C'est comme si vous aviez une maison, tout va bien et vous voulez savoir si un cambrioleur peut rentrer. Vous engagez un gentil cambrioleur qui va vous dire oui, effectivement, cette fenêtre, elle n'est pas très solide. Donc ça, c'est un petit peu, c'est notre cœur de métier chez Fenrisk. Ensuite, une fois qu'il y a le cambrioleur ou qu'il s'est passé un accident, il faut appeler Fanny. Et dans tous les cas, je pense que la réponse juridique, elle est aussi importante. Comme on le disait, moi, je vois pas mal d'entreprises avec lesquelles on travaille qui exfiltrent, qui externalisent de la donnée, que ce soit de la donnée RH, de la donnée client, de la donnée métier, et qui ne sont pas en capacité de demander des réponses à leurs fournisseurs, parce que dans le contrat, il y a marqué que le produit n'est pas auditable ou ce genre de choses. Et donc, ils sont complètement dans le flou, ils sont complètement dépendants d'un fournisseur auquel ils ne peuvent pas faire confiance finalement. Ils n'ont aucune certitude du fait que le fournisseur est sûr ou n'est pas sûr. Et ils n'ont pas le droit en fait d'aller la tester sauvagement. Pour ce qui disait Fanny de la cartographie, c'est aussi quelque chose de très très important. Savoir que nous, quand on réalise des prestations d'intrusion, la cartographie, c'est une des premières étapes qu'on effectue d'un point de vue d'un attaquant. C'est savoir qu'est-ce qui est attaquable finalement, et ensuite l'expérience va dire que on va attaquer plus telle ou telle partie du système d'information, notamment par exemple depuis Internet. Et donc c'est quelque chose qui est très important. On sous-estime aussi pas mal tout ce qu'on va appeler le shadow IT, c'est-à-dire l'administrateur système qui, pour une raison X ou Y, à un moment a mis un service en ligne sans demander à personne, et personne à part lui est au courant. Et quand il est parti, bien souvent, le truc perdure. Donc voilà. Et il y a aussi une notion de cartographie des données. En fait, il faut tout cartographier finalement. Il faut cartographier la partie technique, il faut cartographier la partie données, parce que bien souvent, on a des attaquants qui vont accéder par exemple à une base d'informations, une base de données, et les entreprises en face sont finalement, dans un premier temps, incapables de dire à quoi l'attaquant a pu avoir accès. Et donc, c'est quelque chose de très, très important. On ne va pas réagir de la même façon si on est sur 3 données, entre guillemets, de services, ou si on est sur toute la base de ses utilisateurs, toute la base de ses clients, ce genre de choses. Il y a notamment au niveau de la CNIL, au niveau de la CNIL, quand il y a une intrusion, on est tenu d'effectuer certaines actions, notamment de prévenir ses clients, etc. Et donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut, encore une fois, anticiper. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'anticipation. Il faut prévoir quand tout va bien, prévoir quand ça va mal se passer, parce qu'à un moment ou à un autre, ça va mal se passer. Comme vous disiez en préambule, ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Et ensuite, savoir à chaque étape en fait, du process, à qui s'adresser, comment réagir, ce genre de choses. Et ça, on peut le faire à toutes les tailles de structure. On peut le faire au niveau de la PME, de l'ETI et du grand groupe. C'est des choses qui se font à différents niveaux. Et ce qu'indiquent Fanny et Julien, ça peut paraître être du bon sens en fait, mais c'est exactement aussi ce qu'indique le législateur dans toute la réglementation cyber, peu importe le texte en fait. On doit d'abord faire cette fameuse cartographie, et en pratique, on se rend compte que dans beaucoup de cas, la cartographie n'est pas faite, ou alors elle est incomplète, ou alors elle a été faite mais elle n'a pas été documentée. Et donc, quand c'est fait mais pas documenté, du coup, en fait, on n'a pas de cartographie. Et donc, on n'a pas la preuve de démontrer qu'on a commencé à faire la première étape de ce long chemin de mise en conformité. Parce que tous les textes nous demandent au début, OK, vous devez sécuriser vos systèmes, vos données, etc. D'abord, cartographier, identifier vos ressources réservées, identifier les datas, les flux, et identifier les risques qui s'imposent à vous.
Et donc, bien souvent, c'est ça qui va pêcher. Et nous, après, derrière, on va être embêtés parce que pour démontrer que on a rempli nos engagements de sécurité, si on n'a pas fait le début, bah, ça va être compliqué d'un point de vue du management de la preuve. Parce que la sécurité, c'est toujours ce qu'on dit une obligation de moyens, pas une obligation de résultat, mais c'est une obligation de moyens renforcés. Ça veut dire que c'est à vous de produire la preuve de votre propre conformité et du respect de la sécurité, de la prise en compte du risque au sein de votre organisation. Et donc, il y a plusieurs méthodes pour ça. Julien parlait notamment des pen tests. Il faut savoir que maintenant, désormais, dans pas mal de nouveaux textes, et notamment dans le CRA, le Cyber Resilience Act, on a des obligations pour ceux qui vont produire, alors je grossis un peu le trait, mais des objets connectés, des logiciels qui ne sont pas en SaaS, mais des logiciels en interne. Désormais, bah, toutes ces personnes-là devront produire des pen tests, rendre leur système auditable pour éviter justement qu'il y ait cette rétention d'informations. Et après, Fanny parlait justement du lien avec les prestataires. Le meilleur outil juridique qui existe sur la place, c'est ce qu'on appelle le PAS, le plan d'assurance sécurité. Le PAS, c'est un document contractuel qui vise à identifier toutes les ressources de sécurité mises en place par votre prestataire et identifier tous les moyens de réponse à incidents aussi qui sont déployés, toute la stratégie de gestion de risque en cas de crise informatique. Donc désormais, le PAS, quand vous êtes sur certains textes, notamment sur DORA et même sous NIS 2, même si ce n'est pas explicitement dit, mais c'est induit dans le texte, c'est une obligation. Donc le législateur a prévu vraiment une obligation contractuelle avec des clauses à remplir pour s'assurer que notre prestataire sera bien là à vos côtés quand vous devez gérer une crise cyber. Manon, si on parlait de données, il y a beaucoup de données qui traînent sur les traces numériques, les traces numériques vont très mal. Comment anticiper je vais être un dirigeant de société, j'ai mon Instagram ouvert, est-ce que c'est une faille, est-ce que je peux le mettre plutôt en privé? C'est peut-être tout bête, mais c'est peut-être déjà juste ça. Ça dépend de l'information qu'on va émettre, évidemment. Il y a des best practices de type pour des personnes à haute valeur médiatique ou dont la notoriété est sensible. On évite la localisation en temps réel, par exemple. C'est déjà, enfin, pour pas trop m'épancher, j'ai un client qui a eu des très grosses problématiques de ce genre où l'information a été recoupée, qui a permis de retrouver son domicile et qui s'est retrouvé dans une situation de kidnapping, si je peux appeler ça comme ça. Voilà, c'est pas forcément la photo de lui en vacances qui a fait ça. C'est plutôt la somme des données qui étaient disponibles pour arriver à son adresse de domicile. Mais un peu, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, toutes les traces qui se conduisent. Et encore une fois, c'est la même chose ici. Sur tout ce qui est traces, c'est déjà de comprendre le type de traces qui circulent sur moi, d'être en veille si on est une personnalité à risque. Mais principalement, cet audit et cette phase d'audit est extrêmement clé. Sans quoi, pas de protocole. Et ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est que majoritairement, les PME n'ont pas forcément ces protocoles parce qu'elles n'ont pas forcément fait non plus le job d'audit. Après, je vois qu'il y a des obligations, donc ça, c'est plutôt pas mal. Tout à fait. On se rend compte que maintenant, les prestataires est beaucoup respecté les protocoles. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, je trouve, c'est l'interne, les salariés. On a souvent un point qui revient maintenant, la charte d'utilisation de l'IA au sein des entreprises. C'est tellement simple de mettre un fichier Excel avec toutes les données dans ChatGPT ou autre. Aujourd'hui, comment anticiper ça, comment accompagner aussi nos salariés sur les prévenir que ça peut être des données, on parle de données. Est-ce que c'est légal? Déjà, Florian, est-ce qu'au niveau, on va l'imposer auprès de nos collaborateurs, la charte de l'IA? Alors, la charte de l'IA, si on s'en tient à la version actuellement applicable du RIA, donc le règlement sur l'IA, qui est le règlement européen qui vient encadrer l'IA comme un produit, on est dans l'obligation, c'est l'article 4, d'instaurer une culture de l'IA au sein des entreprises et donc de sensibiliser notre personnel à l'usage de l'IA si des outils d'IA sont déployés par une entreprise. Et donc, en ce sens, oui, on est dans l'obligation aujourd'hui, on peut le dire, de déployer une charte IA
au sein des structures pour remplir finalement ce qu'on nous demande au niveau de l'article 4. Donc après, il y a plusieurs manières de faire. Soit vous allez faire une charte IA plutôt souple qui va plutôt être un document d'information, soit vous allez mettre un cran au-dessus et en fait, vous allez annexer votre charte IA à votre charte informatique. Et donc là, l'intérêt de faire ça, c'est que derrière, s'il y a des manquements à cette charte IA, bah là, vous allez tout de suite pouvoir invoquer la défaillance de la charte informatique et donc, si vous avez bien fait les choses, un manquement au règlement intérieur et ainsi prononcer des sanctions. Alors, naturellement, les sanctions doivent être proportionnées, mais ça permet à l'entreprise, effectivement, de contrôler les usages de l'IA et surtout d'instaurer une doctrine autour de l'IA, une doctrine interne, de savoir quelles sont les mesures préalables pour protéger la confidentialité des données, quelle est même la stratégie globale autour de l'IA, est-ce qu'on a mis en place des mesures de gouvernance adaptées, comment est-ce qu'on contrôle l'IA, est-ce qu'on va plutôt utiliser des IA qui sont hébergées sur des serveurs qu'on maîtrise d'un point de vue souverain, ou est-ce qu'on utilise de l'IA grand public mais avec certaines règles. Donc tout ça, ça doit se penser en amont, effectivement. Mais au-delà des grosses chartes comme ça, j'entends surtout une hygiène numérique au global, parce qu'en fait, c'est pas que de l'IA. À partir du moment où un employé se dit « Ah, je vais mettre des informations personnelles dans un chat », bah, c'est pas forcément… il aurait pu le faire ailleurs. Donc, en fait, il faut surtout promouvoir, je pense, des bonnes pratiques en interne au global sur toutes ces choses-là. J'entendais le mot formation tout à l'heure. Moi, je préfère 10 fois avoir des personnes qui sont conscientisées, qui sont formées à de la punition ou une charte lourde. Je pense que globalement, il y a une hygiène numérique à avoir et je pense que c'est aussi à l'employeur d'y contribuer. Mais je suis tout à fait d'accord, Manon, parce que l'IA, c'est juste un outil, et si demain, il y a un nouvel outil qui crée les mêmes risques, parce qu'on avait déjà ce problème avec les réseaux sociaux, là, on a une autre échelle avec l'IA, et donc il faut sensibiliser et former ses collaborateurs. Et alors, c'est pareil pour la cybersécurité, il faut sensibiliser et former ses collaborateurs, et ça ne suffira pas. Et donc, il faut l'accompagner de contraintes techniques et de précautions techniques. C'est vraiment les deux qui vont main dans la main, parce que si vous faites que la technique, vous allez vous retrouver avec toute votre boîte qui pense contre vous. Et donc, d'un coup, vous allez transformer tous vos employés en hackers. Et pas pour vous embêter, mais juste parce que vous êtes en train de contraindre leur travail et qu'en fait, la cybersécurité, c'est pas du tout dans leurs objectifs. Leurs objectifs, c'est plus 5% de croissance, etc. Et donc, bien sûr qu'ils vont utiliser les outils qui vont leur faciliter la vie. C'est même plutôt malin de leur part. Donc, c'est comment est-ce que vous les accompagnez et de vous dire, OK, vous voulez de l'IA, peut-être on va l'apprendre et l'intégrer en interne. Comme ça, les données, elles restent là et elles ne s'éparpillent pas. Et Julien, il y a des outils de formation comme ça pour les collaborateurs, pour anticiper justement, pour les former, pour anticiper. Ça existe déjà sur le marché? Pardon. Ça commence à voir le jour. Comme disait Fanny, les réseaux sociaux comme l'IA, c'est quelque chose… En fait, les entreprises n'ont pas été, entre guillemets, au cours de l'histoire, si on fait un point histoire rapidement, toutes les grandes innovations, que ce soit l'imprimerie, la machine à vapeur, Internet, etc., généralement, elles descendaient de l'entreprise et elles arrivaient dans les foyers. Donc, en fait, les gens se formaient, entre guillemets, en entreprise avec les règles de l'entreprise, et ensuite ça arrivait chez eux. Donc ils pouvaient, entre guillemets, avoir des bonnes pratiques. Les réseaux sociaux comme l'IA, c'est quelque chose qui est montant plutôt, c'est-à-dire que les gens, ça s'est démocratisé chez eux, ils en font l'usage qu'ils en font, et ça leur simplifie, entre guillemets, grandement la vie, ou alors ça leur rend la vie meilleure, peu importe. Et ils importent ça dans l'entreprise parce que c'est simple, hein, quand on a un rapport de 70 pages à lire et qu'on nous demande une synthèse pour le lendemain matin, c'est bien plus simple de demander à n'importe quel assistant IA de nous produire une synthèse et de bosser à partir de cette synthèse que entre guillemets, de scoltiner tout le rapport et comprendre les tenants et les aboutissants. Donc, ça, c'est un point. C'est-à-dire que c'est quelque chose de la vie extérieure qui est importé dans l'entreprise. Donc, en fait,
et comme il y a un rythme d'adoption qui est extraordinaire, les entreprises se doivent de réagir parce que sinon on se retrouve avec des gens qui ont des fonctions critiques dans l'entreprise qui effectivement vont mettre des documents qui vont être confidentiels, très stratégiques, directement dans l'IA pour lui demander simplement, c'est pas malveillant, hein, c'est juste dans leur boulot, on leur demande d'être efficaces, d'être productifs. Et donc, du coup, c'est un gain en productivité qu'ils ont trouvé et donc on ne peut pas les faire lâcher. On a pas mal le cas, comme disait Fanny, d'entreprises qui, pour réagir tout de suite, ont décidé de bloquer sans se poser de questions. On bloque et dès qu'il y a une nouvelle IA, on la bloque. Et comme disait Fanny, en fait, c'est le meilleur moyen de faire en sorte que les gens trouvent une parade et cherchent une parade. Donc, en fait, comme on disait avant, de les transformer en hackers, en pirates, en ce qu'on veut. Et donc, ils vont jouer, en fait, contre les règles. Je pense qu'il y a un volet formation et sensibilisation. Il y a effectivement un volet technique. Alors, ce ne sera pas à la portée de toutes les PME et même de toutes les ETI d'intégrer un assistant IA en interne, hébergé en interne, etc. Donc, c'est des choses qui vont se réfléchir. Si on peut faire une analogie, c'est-à-dire sur la contrainte des employés, et pour prouver qu'on ne peut pas les contraindre, si demain, dans votre entreprise, vous demandez au DSI qui mettent des mots de passe de 25 caractères qui changent tous les mois, dans 2 mois, je peux vous garantir qu'il y a des post-it à peu près partout où que la qualité en termes de complexité des mots de passe va être diminuée fortement. Et en fait, pour l'IA, c'est exactement pareil. Si on prive les gens de leur usage et qu'on les contraint trop, en fait, on rompt quelque chose et on se retrouve avec l'effet inverse de celui qu'on voulait produire. Donc voilà, c'est un savant mélange entre formation, sensibilisation à ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, et en leur lâchant quand même un petit peu la bride, en leur disant ça, vous pouvez gagner de la productivité dessus en utilisant l'IA. Donc voilà, ça se met un petit peu en forme, tout ce qui est formation, etc. Mais on est encore une fois sur beaucoup de bon sens. Si on prend le temps de parler avec ses effectifs, de leur expliquer les tenants et les aboutissants, et que, par exemple, quand on envoie sur un serveur aux États-Unis de la donnée, potentiellement, elle est consultable et consultée par des gens qui ne veulent pas forcément que du bien, et c'est déjà un premier pas, comme le fait de leur dire de ne pas utiliser le même mot de passe sur leur compte, j'en sais rien, Brico Dépôt, et sur le compte de l'entreprise. Donc, c'est systématiquement pareil, c'est leur expliquer et vraiment faire de la pédagogie. Oui, c'est un peu les premiers gestes comme la trousse de secours. Et tu parlais d'outils, Étienne, mais il y a des entreprises comme Riot qui font un accompagnement comme ça auprès des employés, où tu as ta petite leçon de la semaine, qu'est-ce qu'un phishing, les premiers gestes, ou comment je me comporte quand je reçois un mail où je ne suis pas très claire, est-ce que je peux cliquer ou non sur le lien. Et ils simulent également eux, donc il y a cette partie plus de formation où tu as une sorte de petit chat avec un petit quiz où ils t'expliquent légèrement des concepts de base. Et ensuite, ils simulent des emails. On t'envoie un email et tu peux leur envoyer si tu as capté que c'était eux. Mais globalement, ils testent quelque part le responsive par rapport aux petites formations. Donc, il y a des petites choses comme ça. Et je pense qu'ici, c'est vraiment les gestes de premier secours quelque part. Et comme je parlais d'hygiène tout à l'heure, c'est vraiment les bases. Donc, si on résume, il faut anticiper avec la boîte à outils ou le geste de secours en cartographiant, mais cartographier tout, que ce soit les données techniques, mais aussi les données, et avoir le pense-bête premier secours pour ne pas appeler Fanny en urgence que les pompiers n'arrivent pas derrière. Ça demande un temps, ce que j'en comprends, ça demande un temps, mais un temps nécessaire aussi qui a potentiellement un coût, mais qui fait beaucoup de gains après sur l'attaque. Je pense qu'il faut mettre dans le contexte, la Cour des comptes a sorti des chiffres assez récemment sur le coût d'une cyberattaque. Et en fait, si ma mémoire est bonne, pour une PME, on est sur un manque à gagner et sur en fait un coût de remédiation de la moindre cyberattaque réussie qui est de l'ordre de 470 000 euros. Donc c'est quelque chose de très très important.
Et pour les ETI, on est environ à 13 millions d'euros. Et pour les grandes entreprises, on est environ à 135 millions d'euros. Donc, c'est quelque chose. En fait, chaque entrepreneur, dirigeant, etc., doit se poser la question, est-ce que demain, sur finalement une procrastination de se dire c'est pas grave, c'est le voisin qui va être attaqué, est-ce qu'on est prêt à miser, par exemple pour une PME, 470 000 euros de son chiffre d'affaires pour espérer rester debout? Et donc, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre la question et se dire, est-ce que je suis prêt à parier l'avenir de ma boîte, l'avenir de mon entreprise et, comme disait Florian tout à l'heure, éventuellement le risque légal. Alors, je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu des décisions qu'on fait qu'il y a des gens qui dorment en prison parce qu'ils ont eu des manquements vis-à-vis de la sécurité. Mais en tout cas, c'est prévu par les textes de loi. Donc voilà. Est-ce que les dirigeants sont prêts à parier ça? Je ne pense pas. Il suffit juste de se poser la question et ensuite d'agir en conséquence. Et oui, juste pour rebondir à ce que tu dis, Julien, effectivement, aujourd'hui, ces textes de loi-là, alors que c'est des articles qui existent depuis assez longtemps en matière pénale notamment, sont assez peu appliqués parce que ce n'est pas dans la stratégie aujourd'hui du ministère de la Justice, parce que vous savez, c'est le ministère de la Justice qui va donner une orientation stratégique aux procureurs, et c'est les procureurs qui vont du coup instruire des dossiers. Donc les affaires qu'on a de condamnation aujourd'hui des dirigeants là-dessus, on n'est pas sur de l'emprisonnement, on est plutôt sur des peines d'amende. Mais on voit qu'on a un risque cyber qui est grandissant. Notamment actuellement, là, on est dans un contexte de, on peut le dire, cyberguerre avec des guillemets, parce qu'on ne reconnaît pas encore ça comme des actes de cyberguerre, mais il y a quand même des conflits ouverts au niveau mondial, notamment le conflit ukrainien. Donc, on a une augmentation des attaques et il y a quand même tout l'arsenal juridique qui permet de taper assez fort pour sanctionner les entreprises qui seraient moins didentes sur la cyber. Je prends un exemple. Si demain, il y a une cyberattaque d'envergure qui a lieu, en France, on a la possibilité de faire une action de groupe contre cette entreprise-là, dès lors que moi, je ne sais pas, personne voilà, qui utilisait le service, je subis un préjudice du fait de cette attaque informatique, parce que derrière, mes données ont été usurpées, on a créé des faux profils à mon encontre, on a créé des virements, enfin, des ordres de virement qui me sont préjudiciables. Et donc, aujourd'hui, je peux aller sur l'action de groupe. Voilà. C'est des mécaniques qui sont prévues par les textes et notamment par la loi informatique et liberté. Donc, même si aujourd'hui, le risque juridique, il n'est pas encore très présent, et ça, je pense que c'est lié à finalement une certaine nouveauté de ces textes-là aujourd'hui, et finalement une tolérance des acteurs publics. Cette tolérance, comme c'est tout le temps le cas, au bout d'un moment, elle va s'estomper. Et donc là, ça pourra taper assez fort sur l'acteur concerné. Donc attention. On est déjà passé avec cette formule dans le troisième point qui s'agisse au plus, donc l'attaque, quels les risques pour l'entreprise. Et on a déjà commencé à échanger dessus. C'est le premier point, c'est qu'est-ce que je dois faire pour être de secours. Est-ce qu'il faut appeler Fanny en premier ou qu'est-ce qu'on doit faire, Fanny, avoir le numéro directement du centre? C'est vrai que je ne l'ai pas dit. Donc, on a un numéro d'urgence qui est le 0800 730 647, qui est un numéro d'appel gratuit et on fait du niveau 1 en réponse à incident cyber, c'est-à-dire que vous nous appelez et ensemble, on va vous redonner les gestes de premier secours, vraiment comme quand vous appelez le SAMU, on va vous dire est-ce que la personne respire, est-ce qu'il faut la mettre en PLS, est-ce que enfin voilà, détacher ceinture, cravate. Nous, c'est pareil, mais pour la partie informatique. Donc, isoler les postes, ne pas les éteindre, mais bien couper le réseau. Et donc, pour savoir couper le réseau, il faut avoir sa cartographie. Voilà. Donc, tout ça. Et après, on va vous demander si vous avez déjà un prestataire de réponse à incident. Et puis, si vous n'en avez pas, on a déjà des liens avec des prestataires de réponse à incident. Donc, ça vous évite de savoir qui est bon, qui sait faire. Nous, on a déjà cette connaissance et on peut vous mettre et on vous met en relation assez facilement, parce que c'est ça aussi, Florian le disait aussi, ou Julien, c'est pas pendant la crise qu'il faut passer un appel d'offres. Ou même, un contrat, c'est un peu plus compliqué. Donc, malheureusement, tous les prestataires ne se valent pas. La réponse à incident, c'est un métier très particulier.
qui est vraiment comme les pompiers. Je tiens à le préciser parce qu'ils arrivent, ils éteignent le feu. Vous n'allez pas retrouver votre SI, votre système d'information comme avant. Ça, c'est une autre prestation et c'est important parce que parfois, on va avoir des entreprises ou des gens qui vont être assez déçus et je suis d'accord, hein, mais c'est des métiers et qui demandent des expertises différentes et qui prennent du temps. Donc, c'est vite un peu onéreux, mais toujours moins cher que les 400 000 dont parlait Julien. Cette question budget, j'allais la poser. Est-ce que c'est onéreux? Parce que j'ai vu passer dans divers endroits qu'en moyenne, sur les petites boîtes, on est sur du budget vraiment ridicule de 2 000 € par an sur tout ce qui est cybersécurité. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, l'ANSSI préconise, il me semble, 10% de son budget DSI à allouer à la cybersécurité. Clairement, on n'y est pas. Et aussi, on parle beaucoup risques, contraintes. Moi, je vois aussi vraiment la cyber comme une opportunité. Notamment, en fait, qui vous prévient de tous les risques cyber dont on a parlé, mais aussi de plein d'autres risques. L'incendie, hein, ça c'est déjà vu, des entreprises qui avaient toutes leurs sauvegardes au même endroit et ça brûle. Voilà, donc la redondance, le départ à la retraite, en fait, avoir pensé où sont mes données, est-ce qu'elles sont dans la tête des gens, ça peut avoir autant d'impact qu'une cyberattaque. Et en fait, être proactif dans cette démarche-là, ça va vous faire gagner du temps sur le long terme. Quand vous avez des nouveaux arrivants, je sais pas, dans votre DSI, s'il y a déjà toute la cartographie, ils n'ont pas à redécouvrir tout votre SI. C'est déjà fait. Donc c'est aussi ça, j'essaie de pousser un peu ce message positif parce qu'on est un peu très alarmiste, parce que c'est aussi un biais de nos métiers, parce qu'on voit parfois le pire, enfin souvent le pire, mais il y a aussi des intérêts en fait. Et aussi un avantage concurrentiel. Parce que si vous êtes capable de dire nous, on est sécurisé et on peut vous le prouver, notamment avec NIS 2, là je renvoie la balle à Florian, ça va être plus intéressant. Oui, merci Fanny. Effectivement, ce que tu dis là est hyper pertinent et juste. Déjà sur l'avantage concurrentiel. Si dans votre écosystème, vous voyez que vous avez un concurrent, vous êtes bon élève, vous avez mis tout en place pour respecter vos engagements cyber. Vous avez en face votre concurrent qui, lui, n'a pas mis en place tout ça. Et donc, du coup, il a alloué ses budgets cyber à d'autres choses, comme par exemple son développement commercial, des campagnes marketing agressives, etc., etc. Eh bien, vous pouvez aujourd'hui, sur le terrain du droit de la concurrence, invoquer un avantage indu du fait que votre concurrent n'est pas conforme à la cyber, a mis les budgets sur d'autres éléments qu'il estimait plus prioritaires, et donc du coup, il va fausser en fait le jeu de la concurrence. Donc aujourd'hui, on peut faire des actions là-dessus. Alors sur la cyber, il n'y en a pas encore eu, mais théoriquement, c'est complètement possible. Et sur le volet RGPD, ça a déjà été le cas en fait de concurrents qui manquent au RGPD, et donc l'autre l'attaque en disant non, tu as eu un avantage indu du fait de ta non-conformité. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est un peu intéressant du coup d'investir dans la cyber. Deuxième point, sur l'opportunité aussi. Et là, je vais parler surtout d'un sujet qui va faire ting dans la tête des dirigeants, c'est la valorisation de l'entreprise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, moi je travaille avec des fonds et je fais des analyses de maturité IT-IP. Aujourd'hui, les fonds d'investissement, quand ils veulent participer justement à l'effort d'une entreprise et apporter du cash, ils vont de plus en plus regarder la conformité cyber de l'entreprise et sa maturité sur ces sujets-là. Les fonds ne veulent plus aujourd'hui, surtout qu'on est dans un marché qui est de plus en plus tendu, ils ne veulent plus investir dans des boîtes qui sont des gruyères d'un point de vue cyber, parce que derrière, s'il y a une attaque, et ça a été rappelé par Kamal, pour beaucoup de TPE-PME, dans les 6 mois, en stats, c'est 60% qui mettent la clé sous la porte. Donc aujourd'hui, la conformité cyber, c'est un élément essentiel pour la valorisation des entreprises quand une start-up, une ETI, une PME veut faire des levées de fonds. Donc, il y a un vrai intérêt aussi à ça pour la valeur globale de la boîte. Julien, vous me dites que tu as encore des choses à rajouter sur les process et
et autres, que je pense sur le côté positif de mettre en place ces éléments. Alors, sur le côté positif, nous, on a toujours cette, comment on appelle ça, cette difficulté à expliquer potentiellement aux dirigeants que la cybersécurité, c'est pas que un coût, parce que finalement, on est un petit peu les empêcheurs de tourner en rond côté cyber. C'est quelque chose qui est souvent vu comme un poste de dépense et pas un poste de protection. Là où, par exemple, l'assurance, c'est très bien rentré dans les mœurs. On comprend très bien qu'une assurance, le jour où on se fait attaquer, elle sera là ou pas d'ailleurs, parce que je pense que Florian pourra le rappeler, mais la plupart des polices d'assurance cyber, elles interviennent que pendant un temps très restreint suite à un incident. Donc, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Voilà, l'approche proactive. Malheureusement, nous, on constate quand même que on a de très bons clients qui, malheureusement, pour passer à l'action, ont dû attendre une cyberattaque et ensuite, pendant, 3 ans, je pense que le temps de mémoire, c'est environ 3 ans. On en a discuté avec Fanny en amont et on est à peu près là-dessus. Les bonnes opérations et la bonne volonté en matière de cyber, généralement, durent le temps de la mémoire, c'est-à-dire à peu près 3 ans. Donc voilà, moi, je n'ai pas spécifiquement de bonnes nouvelles vis-à-vis de ça. C'est encore un travail de tous les jours, aussi bien on pourrait en parler, les collectivités territoriales, la cyber, et quand on voit des mairies, par exemple, qui se font compromettre, on voit que la cyber, ce n'est pas forcément un enjeu électoral. Et ben, pour les entreprises, c'est systématique. Enfin, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça ne rapporte pas de sous à l'entreprise, on a du mal à faire comprendre qu'il faut effectuer ces actions. Donc voilà, c'est tout un enjeu. Il n'y a pas forcément de super bonnes nouvelles à l'horizon. Il y a un petit peu de prise de conscience parce qu'on se rend compte que ça se rapproche. Quand c'est le concurrent qui s'est fait compromettre, on commence à se dire qu'on n'est pas si loin ou que quand c'est une entreprise qui nous ressemble. Voilà. En fait, la multiplicité des attaques et le nombre des attaques ces dernières années et le fait que ça a été médiatisé de plus en plus fait en sorte que les gens se sentent, entre guillemets, de moins en moins en sécurité. Donc ça, je pense que c'est finalement, à part le côté anxiogène de la chose, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle que les gens commencent à prendre la mesure de la menace qui pèse sur eux. Et voilà, en fait, il faut voir que face à eux et leurs concurrents et toute l'activité économique, il y a aussi toute une industrie des attaques. Et donc voilà, il y a une industrie, il y a notamment une partie de cette industrie qui est subventionnée par des États dont on ne dira pas forcément le nom parce que c'est toujours très difficile de faire de l'attribution. Mais il faut savoir que notamment en Europe de l'Est, il y a des groupes d'attaquants qu'on démantèle de manière régulière, qui sont directement rattachés à des fonctions d'État, en fait. Donc, ils sont littéralement subventionnés, payés pour, et on leur dit, faites le bazar, et si possible, attaquez-vous aux entreprises de tel ou tel pays pour désorganiser et, en fait, faire peser un climat de menace. On le voit souvent avec des actions un petit peu de la vie de tous les jours, mais où il y a des tentatives de désinformation, ce genre de choses. Mais sur le volet cyber, on en a moins conscience, mais ça existe aussi. Voilà, la majorité des attaques, elles sont perpétrées par des groupes qui sont plus ou moins loin d'États rivaux, d'États avec lesquels on ne s'entend pas forcément très très bien. Donc voilà, je pense que la bonne nouvelle, c'est cette prise de conscience qui arrive petit à petit. Et justement, maintenant, on a parlé de médiatisation. On voit de plus en plus les cyberattaques médiatisées dans les journaux, etc. Ça explose, on a appelé Fanny, mais au niveau médiatique, au niveau com, qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Parce que la réputation de l'entreprise peut être aussi un facteur économique dégradant. Est-ce qu'on peut, comment aussi au niveau interne, comment accompagner les salariés? C'est important, comme tu la vois dans une JT de Télécom France 2 ou autre. Quelles sont les bonnes pratiques? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place directement? Là, c'est cellule de crise, War Room.
et mise sur pied d'un système de monitoring, donc être en capacité de voir ce qui est dit sur soi. Est-ce que finalement la réputation est vraiment atteinte ou est-ce que j'ai juste une information sur la problématique, telle grosse boîte a été hackée, les serveurs ont craqué, whatever, de voir qui en parle et de suivre l'évolution des narratifs en fait. Et sur base de ça, encore une fois, le protocole, ils viendront en fonction des positionnements qui seront pris. Donc, d'abord, War Room. Donc, surtout aussi, c'est ce que je vois chez les clients. On a très peu de personnes qui sont chargées de crise, responsables d'eux. Donc, on doit avoir le maximum de personnes dans cette cellule de crise qui ont une capacité d'action, en fait. Donc, à la fois les personnes qui sont chargées de presse, les personnes qui sont chargées du juridique, les personnes qui sont en charge des affaires publiques, le dirigeant, toutes les personnes qui ont un levier d'une manière ou d'une autre d'influence dans le cas où effectivement la réputation est écornée. Donc, première chose qu'on fait, nous, c'est composer cette cellule de crise, mettre sur pied le dispositif de veille, on veille et ensuite on tangifie. On prend de la hauteur. Est-ce qu'il y a vraiment atteinte à la réputation? Est-ce que la crise se déploie au-delà des médias qui devaient en informer? Est-ce que c'est repris? Est-ce que les communautés bougent autour de ma problématique? Oui, là-dessus, j'abonde tout à fait sur Manon, parce que donc on avait dit avant on anticipe, après on nous appelle. Mais dans l'anticipation de la crise, il y a des exercices de gestion de crise. Et comme disait Manon, la communication, c'est crucial. On a déjà vu des communications qui étaient presque aussi mauvaises que l'attaque pour l'entreprise. Et ça, c'est dramatique aussi bien pour en interne qu'en externe. On va avoir par exemple des communications où ça va tout blâmer sur le stagiaire, ça s'est déjà vu. Donc ça c'est super pour faire un bouc émissaire. Donc après les gens ils sont comme ça, jamais ils vous remontent les incidents. Donc c'est vraiment à ne pas faire. Et donc tout ça s'entraîne. Et j'imagine que pour vous, dans la crise comme pour nous, en fait quand vous êtes déjà préparé, quand vous l'avez déjà fait quelques fois, c'est bien plus facile pour vous de les accompagner. Et comme pour nous, pour la partie cyber, de les accompagner parce que si on part de zéro, les gens, parfois, ils ne savent même pas monter la cellule de crise. OK, il n'y a plus d'outils informatiques, mais comment est-ce qu'on contacte Michel? Comment est-ce qu'on contacte Camille? On ne sait pas. Et c'est aussi important. Donc, c'est vraiment la cyber, c'est et la technique et l'humain ensemble. Et la crise, c'est presque un peu plus l'humain même que et la technique. Mais je pense qu'on serait sur un 60-40 à peu près, parce qu'il y a clairement toutes ces parties-là. Surtout sur une crise d'origine cyber, hein. Il y a toute la partie reconstruction du SI, éradication, etc. Mais si vous ne gérez pas votre humain et si vous n'êtes pas prêt à la panique, justement à tenir la panique, à communiquer des informations claires en interne et en externe, ça va rendre la technique très, très, très compliquée. En effet, 60% du travail en crise, même en dehors du cyber, c'est de l'humain. Première question qu'on demande généralement, c'est de quoi avez-vous peur? Dire à quel point on est sur du degré d'humain, parce qu'en fait, on a souvent des personnes qui ont peur très rapidement et qui créent des crises en fait, eux-mêmes du fait d'avoir eu peur, du fait de ne pas avoir mis les bons messages, de ne pas avoir pris de la hauteur. Alors autant chaque seconde compte, autant on a quelques secondes aussi pour relever la tête hors de l'eau et donc on prend ce temps et finalement plus structurel avec eux. Et au niveau de la communication, il y a eu des communications sur des cyberattaques qui ont été très bien faites ces dernières années, et il y en a eu des très très mauvaises. Quand on fait face notamment à un risque, celui qui est le plus prégnant et celui qui parle le plus, ça va être le risque de ransomware, de rançongiciel, comme on va dire en français. On a vu des communications où le fait de dire non, mais en fait, c'est rien du tout, etc., déclenche au niveau de l'attaquant une réaction épidermique et il va mettre votre base de données sur Internet juste pour vous montrer que finalement, en fait, c'était peut-être pas rien. Et donc, voilà. Donc, ça peut aussi saboter. Il y a tout un boulot de négociation en plus
de la reconstruction et de la réponse à un incident quand on est face à un ransomware. Et en fait, c'est finalement comme dans une prise d'otage. Hein. Si on commence à parler à tort et à travers et à énerver les attaquants, on est exactement sur le même c'est une analogie complète. Donc voilà, il faut laisser, alors soit le préparer en amont et avoir des process qui sont très bien ficelés, soit souvent laisser ça à des professionnels dont c'est le métier et qui vont gérer généralement en parallèle négociation et communication. Parce que c'est bien, entre guillemets, même quand on est un grand groupe, d'aller faire le JT de TF1 pour dire « vous inquiétez pas, tout va bien », etc. Mais il faut que ça colle avec la stratégie qu'il y a derrière. C'est-à-dire que si on a, par exemple, 0 sauvegarde et qu'on est finalement dépendant du bon vouloir de l'attaquant pour récupérer nos données, sinon, en fait, la boîte est morte, il faut travailler de concert avec les gens qui négocient, avec les gens qui essayent de récupérer nos données pour que tout ça s'inscrive dans une stratégie globale. C'est important aussi de garder une vraie cohérence dans la communication qu'on fait, que ce soit en interne, en externe, vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos prospects. Et surtout, la communication externe, on rappelle juste que, et même interne, hein, le cas échéant, quand on touche à de la donnée personnelle et qu'on est sur du haut risque, on est dans l'obligation de donner certaines informations. Donc, on ne communique pas n'importe comment. Il y a des informations obligatoires à délivrer. Et quand on est sur de la communication à l'égard de clients prospects, il faut aussi, au-delà de l'aspect purement com, faire attention à ne pas se faire harakiri aussi au regard de nos engagements contractuels. Donc, il y a toute une manière de communiquer pour essayer d'aller favoriser la recherche d'une force majeure ou d'indisponibilité ou de pouvoir rebondir sur des éléments du contrat, parce que sinon, si vous faites une communication aussi très catastrophique pour le coup, derrière, d'un point de vue contractuel et tout le contentieux que ça va pouvoir générer en précontractuel derrière, ça va être compliqué pour l'acteur. Donc, c'est pour ça qu'on marche toujours sur des œufs. C'est vraiment des expertises croisées de la communication entre de la compétence de communication pure, de la compétence technique pour vérifier que tout ça est bien cohérent avec la réalité de l'attaque et également de la compétence juridique pour vérifier qu'on est bien dans les clous et qu'on ne s'expose pas en termes de risque juridique. C'est pour ça qu'il est clé d'avoir vraiment les bonnes personnes de la boîte autour de la table. En fait. Si tu as toutes ces personnes-là, tu parviens à avoir les éléments bien faits. Après, il y a pas mal de moments où on ne va juste pas communiquer aussi parce qu'on entend communication, mais très fréquemment, on ne communique pas en crise. Mais c'est de la communication, le silence. Bien sûr, monsieur. En fait, ce qu'on conclure, parce que je vois l'heure, anticiper, avoir les bons numéros en cas de crise, c'est toujours bien. Je pense que ce sera l'élément fort de cette table ronde. Je profite, est-ce que vous avez des questions dans l'audience? Est-ce que certaines personnes auraient affiné certains points, avoir des précisions? Je ne vois pas de pouce levé. Donc, il me reste à conclure, à remercier le MEDEF parisien pour l'organisation. Merci Marianne. Merci à tous pour apporter cette expertise. Je pense que ça a ouvert beaucoup d'esprit, beaucoup de réflexions à l'interne. J'en fais partie. Donc, c'est très, très intéressant ces échanges et merci pour tout. À très bientôt. À très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir.